Salut les amis, pendant longtemps, certains ont cru que les inventions en métal venaient de l'extérieur. Or, l'Afrique a expérimenté et a transformé la matière bien avant d'autres continents. Dès la préhistoire, nos ancêtres travaillaient l'or, le cuivre, le bronze et surtout le fer. Pas par imitation, mais par intelligence. Écoutons à cet effet le texte de Jean Vercouteur, l'égyptologue français, pour en savoir plus. Dans l'histoire générale de l'Afrique, la vallée du Nil joue un rôle privilégié. Malgré les difficultés causées par les cataractes, difficultés que l'on a parfois beaucoup exagérées, le Nil, avec ses quelques 6500 km de longueur, est un moyen de communication et d'échanges transcontinentaux du sud au nord qui ne peut être sous-estimé. En venant du nord, au-delà du 16e parallèle et des déserts de la Bayouda, à l'ouest, et de la Boutana, à l'est, la vallée du Nil entre dans une région de pluies annuelles et permet d'atteindre la grande voie transversale africaine, ouest-est, qui, par les vallées et dépressions du Niger et du Tchad, les plateaux du Darfour et du Kordofan, puis les plaines de Piémont de l'Atbara et du Baraka, mènent de l'Atlantique à la mer Rouge. Ainsi, aux avantages d'un axe de communication sud-nord, des grands lacs équatoriaux à la Méditerranée, se joignent ceux de l'axe ouest-est, le bassin du Nil ouvrant l'accès à ceux du Congo, du Niger et du Sénégal. Les défis de la recherche archéologique dans la vallée du Nil. Une région inégalement explorée. La basse vallée du Nil, qui s'étend de la deuxième cataracte jusqu'à la Méditerranée, est la partie la mieux connue. Depuis le XIXe siècle, de nombreux archéologues y ont travaillé et ont fait beaucoup de découvertes, notamment en Égypte. Des zones encore méconnues. La moyenne vallée, entre la deuxième et la sixième cataracte, et la haute vallée, de Khartoum au Grand Lac, sont beaucoup moins étudiées. Les régions désertiques qui entourent le Nil, à l'est comme à l'ouest, sont presque inexplorées. Les rares informations que l'on possède viennent d'observations limitées, ce qui fait que nos connaissances restent incomplètes. La méthode d'étude historique. Un plan chronologique et géographique. Pour mieux comprendre l'histoire de la vallée du Nil, les chercheurs suivent un double plan. Chronologique, c'est-à-dire selon les périodes historiques. Géographique, en progressant du nord vers le sud, c'est-à-dire de la basse vallée vers la haute vallée. Deux grandes périodes d'études. Première période, du néolithique au début du troisième millénaire avant notre ère. Cette période présente les civilisations anciennes qui vivaient le long du Nil. On commence par le nord, mieux connu, Égypte, et on avance vers le sud, moins exploré. L'objectif est d'arriver jusqu'à l'apparition de l'écriture dans la basse vallée. Deuxième période, du début du troisième millénaire au 5e siècle avant notre ère. On continue à étudier l'évolution des sociétés, toujours du nord vers le sud. On s'intéresse à l'histoire et aux découvertes archéologiques de ces civilisations pendant cette longue période. Du néolithique au 3e millénaire avant notre ère dans la vallée du Nil. Une période d'évolution importante. L'apparition du métal et l'évolution sociale. Durant cette époque, les populations de la vallée du Nil découvrent et utilisent le métal, ce qui améliore leurs outils et leur agriculture. Dans le même temps, la société commence à s'organiser, les hommes ne vivent plus seulement en petits groupes isolés, mais forment des communautés mieux structurées, capables de travailler ensemble pour de grands projets. Ces changements montrent une évolution naturelle à partir des cultures néolithiques et il ne s'agit pas d'une rupture, mais d'un progrès continu. La domestication du Nil, une étape décisive. Le rôle essentiel du fleuve. Le Nil est au cœur de la vie dans la région, il apporte l'eau nécessaire à l'agriculture, mais ses crues imprévisibles peuvent aussi détruire les cultures. Pour survivre, les habitants apprennent à contrôler le fleuve. Les systèmes d'irrigation. Les populations mettent en place des travaux hydrauliques. Digues pour contenir les crues, bassins de retenue pour stocker l'eau,
canaux d'irrigation pour la distribuer aux champs. Ces grands travaux nécessitent la coopération de nombreuses personnes. C'est ainsi que naissent les premières structures sociales organisées. D'abord des villages ou communautés locales. Puis des groupes politiques plus larges, qui finiront par s'unir pour former les royaumes du Nord et du Sud, les ancêtres de l'Égypte unifiée. Une documentation rare mais précieuse. Des sources limitées. Les preuves de cette époque sont très peu nombreuses. Les archéologues disposent surtout d'objets votifs, offerts aux dieux, datant de la fin du IVe millénaire. Ces objets ne suffisent pas à décrire en détail la société, mais ils montrent l'existence de groupes politico-religieux, c'est-à-dire des sociétés déjà organisées autour du pouvoir et de la religion. Une grande victoire sur la nature. Cette période est surtout marquée par la maîtrise du Nil par l'homme. Grâce à son travail, l'être humain a réussi à dompter une nature imprévisible. Il a construit des digues, aplani les terres pour mieux irriguer, et ainsi créer les conditions de vie stables qui ont permis la naissance de l'Égypte antique. Le néolithique en Égypte, une période encore mal connue. Des sites néolithiques rares et incomplets. Les informations que nous avons sur le néolithique égyptien sont très limitées. Les principaux sites retrouvés sont Fayoum, Mérindé, Beni Salamé, El Omari, Taza. Mais ces sites ne sont pas contemporains, c'est-à-dire qu'ils ne datent pas de la même époque. Cela crée de grandes lacunes dans nos connaissances, notamment une période de 700 ans, entre -4000 et -3300, dont on sait très peu de choses. Des indices climatiques. Des trouvailles de surface montrent qu'à cette époque, le climat était plus humide, une période appelée le néolithique subpluvial. Cependant, ces découvertes ne suffisent pas à comprendre la vie quotidienne ou les cultures de cette époque, car il manque des fouilles archéologiques approfondies. L'origine incertaine du néolithique égyptien. Une influence possible du Proche-Orient. Certains chercheurs pensent que le néolithique égyptien aurait été influencé par le Proche-Orient, Syrie et Palestine. Mais cette idée reste hypothétique, car il n'existe aucun site archéologique découvert dans les régions clés comme le delta oriental ou Memphis pour le prouver. Une autre hypothèse, une origine africaine. Des fouilles récentes dans le Sahara ont révélé un néolithique plus ancien que celui d'Égypte et de Nubie. Cela laisse penser que le néolithique de la vallée du Nil pourrait venir d'Afrique même, et non du Proche-Orient. Mais, comme peu de sites ont été explorés, il est encore impossible d'affirmer avec certitude quelle est la véritable origine du néolithique égyptien. Des différences culturelles entre le nord et le sud de l'Égypte. Le nord, des sociétés sédentaires et organisées. Dans le nord de l'Égypte, les populations vivent dans des villages fixes et bien organisés, ont des sépultures communautaires, maîtrisent la taille de la pierre et commencent à fabriquer des vases en pierre. Cela montre une société déjà avancée et structurée. Le sud, des populations plus dispersées. Dans le sud, les habitants vivent de manière plus isolée. Les familles sont indépendantes, les tombes sont creusées à l'écart, dans le désert, ils se distinguent par leur poterie rouge à bords noirs, très caractéristique. Ces différences culturelles montrent deux modes de vie distincts, adaptés à des milieux différents. Une fusion progressive. Avec le temps, les cultures du Nord et du Sud vont se rapprocher et s'unir, donnant naissance, vers -3000, à une civilisation commune, celle de l'Égypte unifiée, dirigée par les premiers pharaons. L'évolution des cultures prédynastiques en Égypte. Prédynastique primitif, badarien et fayoumien. Les cultures du Nord et du Sud évoluent séparément. Les populations sont agriculteurs et éleveurs, mais continuent aussi de chasser et pêcher. L'art et la religion se développent, poterie décorée, objets en ivoire sculpté,
Sépulture soignée. La société semble égalitaire, sans grande hiérarchie. Prédynastique ancien, négadien amracien. Prédynastique ancien, négadien amracien. Cette phase est connue uniquement dans le sud. C'est la descendance directe de la culture badarienne. La poterie décorée évolue avec des motifs géométriques et naturalistes. Apparition de la massue conique, une nouvelle arme qui pourrait être à l'origine des premiers signes hiéroglyphiques, signe du début de l'écriture. La société reste organisée en communautés égalitaires. Prédynastique moyen, négadien jerséen. Cette culture vient du nord et se propage vers le sud. Changement culturel. Poterie claire avec motif de bateau. La massue piriforme remplace la massue conique. Évolution sociale. Organisation de groupes humains plus grands pour gérer l'irrigation. Art et religion. Statut de divinité, utilisation de pierres dures. Culte structuré avec des divinités comme le faucon, Horus, et la vache, Hathor. Influence réciproque entre le nord et le sud, annonçant une fusion culturelle progressive. Prédynastique récent, prétinite. Dernière phase prédynastique, très courte. Les cultures du nord et du sud sont presque fusionnées. Selon les textes plus tardifs, l'Égypte était divisée en deux royaumes. Nord, lié à Horus et Bouto. Sud, lié à Seth et El-Kab. Après une première domination du nord, le sud, avec Hierakonpolis comme capitale, unifie le pays par la force, posant les bases de la première monarchie égyptienne. La naissance de l'État unifié. La victoire du Sud mène à la création d'un royaume unifié sous les deux premières dynasties, dites Tinites. Les monuments de cette époque montrent un pays divisé en provinces, noms, organisés autour de l'agriculture et de divinités locales, non plus sur des bases ethniques. Cette organisation, essentielle pour le contrôle des crues du Nil, est le fondement de la monarchie égyptienne. La royauté a pour fonction de fédérer ces provinces pour une meilleure gestion du territoire, un processus qui mènera à la création de l'État égyptien unifié et marquera le début de l'histoire écrite. Le néolithique et le prédynastique dans la haute vallée du Nil. Le néolithique dans la haute vallée. La culture de Shahenab. Située près de Khartoum, elle s'étendait de l'ouest, Ténéré, Tibesti, à l'est et au sud. Les habitants étaient chasseurs et pêcheurs, mais pratiquaient aussi l'élevage. Leur poterie unique, décorée de motifs inclinés, montre un lien avec la culture plus ancienne de Khartoum ancien, connue pour ses squelettes de population noire. Organisation sociale inconnue, il n'y a pas de sépulture découverte à Shahenab. La culture d'Abka, Abkien. Située autour de la deuxième cataracte. Les habitants étaient également chasseurs-pêcheurs, mais utilisaient des pièges à poissons dans la cataracte, ce qui montre une organisation collective. Cette culture est considérée comme l'origine du prédynastique nubien. Le prédynastique, groupe A, en Nubie. Le groupe A est la période qui suit le néolithique abkien et couvre le début du prédynastique nubien. Les recherches sont difficiles à cause de fouilles anciennes et de classements provisoires. Groupe A ancien, 3800 à 3200 avant notre ère. Les communautés deviennent des agriculteurs et éleveurs semi-nomades. Ils construisent des barrages de pierre dans le Nil pour l'irrigation et la fertilisation des terres. Apparition d'objets en cuivre, montrant une maîtrise technologique locale. Le commerce avec l'Égypte est limité, et la culture nubienne conserve ses spécificités, poterie particulière, palette en quartz. Groupe A classique, 3200 à 2800 avant notre ère. Marqué par un essor démographique et un commerce intensifié avec l'Égypte. Les importations de vases et d'outils égyptiens augmentent fortement.
La culture nubienne garde ses techniques locales, notamment la poterie fine, mais est de plus en plus influencée par l'Égypte. Les habitants exportent ivoire et ébène vers le nord, probablement en échange des produits égyptiens. Sortie de la préhistoire. Si la basse vallée du Nil a vu l'émergence d'une société centralisée et monarchique, la haute vallée a connu une évolution différente, menant à une organisation collective pour l'agriculture et l'élevage, mais sans atteindre le même niveau de centralisation. L'époque historique dans la vallée du Nil, 3000 à 500 avant notre ère. La basse vallée, le système social égyptien. Organisation flexible. Contrairement à certaines idées anciennes, comme celle d'Hérodote, la société n'était pas rigide. Les individus dépendaient de domaines pour leur nourriture, vêtements et logements, car il n'y avait pas de monnaie. Type de domaine. Domaines familiaux, la terre appartenait au pharaon, mais le droit de la cultiver pouvait être transmis dans la famille. Le chef de famille distribuait les revenus et payait impôts et corvées à l'État. Domaines religieux et royaux, plus importants, organisés de manière hiérarchique. Les membres recevaient des ressources en fonction de leur position, certains pouvant posséder à leur tour des serviteurs et domaines. Flexibilité et mobilité. La position sociale n'était pas fixe, un individu pouvait perdre ses privilèges, et certains pouvaient fuir vers le désert ou l'étranger. La stabilité du système dépendait du pouvoir central. Des périodes de faiblesse, 2200 à 2100 avant notre ère, provoquaient troubles et révolutions. Les militaires. À partir de 1584 avant notre ère, une armée professionnelle est créée. Les soldats étaient récompensés par des terres, créant une sorte de caste militaire héréditaire. La Haute Vallée, la société nubienne. Organisation sociale. Moins documentée que l'Égypte. Composée de sédentaires et de nomades, organisés en petits groupes sous des chefs locaux. Influence égyptienne. À partir de 1580 avant notre ère, l'Égypte intervient dans la région. Cette intervention provoque un dépeuplement, car l'Égypte exploite les habitants et les ressources, poussant certains à fuir vers le sud ou l'ouest. Le royaume couchite. Vers 750 avant notre ère, un royaume organisé sur le modèle égyptien émerge en Nubie. Le matriarcat joue un rôle important dans la famille dirigeante. La diffusion des métaux dans la vallée du Nil. Métaux précieux et cuivre. L'or et l'argent. Les mines d'or se trouvent surtout entre la première et la troisième cataracte. L'or contient naturellement de l'argent. Ils sont utilisés pour des objets funéraires, mobilier, bijoux, l'architecture, les parures et les échanges politiques. Ces métaux sont utilisés à la fois en Égypte et en Haute-Vallée, Nubie. Le cuivre. Très présent dans la Haute-Vallée, notamment à Kerma. La région a été importante pour la diffusion du cuivre en Afrique. Le bronze. Le bronze est un alliage de cuivre et d'étain. Il apparaît vers 2000 avant notre ère et se répand largement vers 1500 avant notre ère. Il n'a jamais remplacé le cuivre. L'étain est rare en Égypte, donc le bronze est introduit de l'étranger, probablement de Syrie. Le fer. Le fer apparaît tardivement dans la vallée du Nil. D'abord utilisé sous forme de fer météoritique. Se diffuse dans la basse vallée vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, grâce aux influences grecques. En Haute-Vallée, le fer est travaillé plus tôt, expliquant son usage fréquent sous la 25e dynastie, d'origine soudanaise. La civilisation méroïtique, entre la 3e et 6e cataracte, à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, joue un rôle majeur dans la diffusion du fer en Afrique. Conclusion. La vallée du Nil a été un carrefour de la métallurgie. L'or, l'argent et le cuivre étaient connus dès le 3e millénaire. Le bronze apparaît vers 2000 avant Jésus-Christ,
importés de l'étranger. Le fer se diffuse plus tard, mais la Haute-Vallée et la civilisation méroïtique jouent un rôle crucial pour sa diffusion. Ces métaux ont eu un impact économique, artistique et militaire, et ont contribué au rayonnement de l'Égypte et de la Nubie dans l'Antiquité.